parle pas beaucoup de la République des Hébreux. Et ça justifie peut-être, c'est ce que je me suis dit en introduction, euh, de poser ce thème à l'intérieur de préoccupations qui sont peut-être plus ordinaires. Je veux dire par là que pourquoi s'intéresser à la République des Hébreux? Je ne voudrais pas que ça apparaisse uniquement comme une obligation intellectuelle. L'interrogation sur ce modèle que nous allons développer, qui peut inspirer ou qui a inspiré une certaine modernité républicaine, y compris française, euh, ne peut se comprendre que si on le pose, si on l'insère dans une histoire. Alors, je voudrais faire comme ça une petite introduction euh, très brève, qui pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, ce seront des rappels, mais je crois qu'ils sont à ce stade indispensables. Une des grandes questions que se pose notre modernité, et je crois même que c'est la façon dont certains, je pense à Michel Foucault dans son commentaire de Qu'est-ce que les Lumières de Kant, définissent la modernité elle-même, c'est une interrogation sur sa propre nature. Être moderne, c'est s'interroger sur que signifie être moderne. Et cette interrogation qu'on peut appeler critique, euh, c'est-à-dire que je ne suis pas moderne de façon naturelle et évidente, je m'interroge en permanence sur qu'est-ce que la modernité. Cette interrogation prend une forme qui peut apparaître à certains évidente, mais qui en réalité ne l'est pas. Depuis donc cette question des Lumières et ce texte de Kant à la fin du XVIIIe siècle, il est indiscutable, cela avait commencé avant, j'y reviendrai, que lorsqu'on se pose cette question, qu'est-ce que la modernité, et donc qui sommes-nous, d'où parlons-nous, qu'est-ce qui nous constitue dans notre être fondamental et dans notre être individuel et collectif, eh bien, nous demandons, nous cherchons la réponse du côté de l'histoire. Et nous demandons quelle est notre place dans l'histoire. Bon, on peut se dire, là, c'est une banalité incroyable. Donc, l'histoire se déroule et être moderne, ben, c'est trouver sa place dans ce déroulé. Il faudrait quand même être capable de comprendre, Gérard Rabinovitch évoquait à l'instant par exemple les Grecs qui vont faire retour à la Renaissance. Chez les Grecs, ça ne se pose pas du tout comme ça. Chez les Grecs, quand l'être humain s'interroge sur le sens de son existence individuelle ou collective, il attend sa réponse de la place qu'il va occuper, non pas dans l'histoire, d'ailleurs le temps est circulaire chez les Grecs, mais de la place qu'il va occuper dans la nature, et dans une nature pensée comme cosmos. Et il est assez traditionnel de penser dans l'historiographie euh, partagée par tous que dans le fond, c'est l'avènement juif, l'avènement biblique, et puis chrétien qui reprend, qui, dans le fond, a porté sur l'histoire cette quête de sens qui est la nôtre, et donc nous a conduit avec cette idée d'un temps linéaire, une création, un lien entre un peuple élu et dans l'alliance un Dieu, et qui va se dérouler dans une histoire des relations entre ce peuple et Dieu, avec une fin qui est une fin historique. Donc le fait qu'il y ait un fil continu et orienté avec un début et une fin relève de ce moment qu'on peut appeler judéo-chrétien, même s'il veut en fait pas dire grand-chose et qu'il est une invention de la fin du 19e siècle, mais enfin, voilà, en rupture avec la pensée grecque comme pensée d'un temps circulaire et d'une interrogation sur la nature. Dans la physique, Rabinovitch évoquait Aristote tout à l'heure, lorsqu'on lit la physique d'Aristote, on découvre que tout être a un lieu naturel. Dans le fond, penser ce qu'on est, c'est revenir à son lieu naturel. Pour nous, penser ce qu'on est, c'est penser ce qu'il y a eu avant nous et ce qu'il y a devant nous. Très souvent d'ailleurs, et c'est peut-être une difficulté de la pensée moderne et contemporaine, on arrive à donner du sens qu'en donnant du sens à l'histoire, et donner du sens à l'histoire est très souvent, euh, pour le meilleur ou pour le pire, mais sur le modèle du jour du Seigneur, qui peut devenir société sans classe, donner une fin à l'histoire, puisque le sens, comme pour nos vies d'ailleurs, comme disait Sartre, se déroule à partir de la fin.
Donc on voit qu'il y a ce présupposé de sens. Alors pourquoi je vous dis ça? Je dis, bon, c'est très très général. Il oppose deux modèles, un modèle grec, un modèle judéo-chrétien, un modèle, je cherche le sens dans la nature, ma place dans la nature, dans un ordre hiérarchique, quel cosmos, bien réglé, et puis je le cherche dans un temps historique. Bon, nous appartenons au deuxième temps. Nous sommes des créatures historiques et nous sommes des créatures historiennes. N'arrêtons pas de produire de l'histoire. Simplement, on va à l'école, l'université, et précisément, on nous enseigne des grands récits historiques pour nous dire qui nous sommes. Et notre modernité, très généralement, très souvent, ce qu'on apprend, c'est que la modernité, elle est passée par un certain nombre d'étapes. Alors, il y a eu le Moyen Âge, il fallait s'en extraire. Le Moyen Âge est une période d'obscurantisme, et le début de la modernité, eh bien, c'est pour commencer ce grand moment de la Renaissance. La Renaissance, ça veut dire le retour des Grecs et des Latins. Bon. À ce moment de la Renaissance, avec aussi ce qu'on a appelé l'humanisme, on apprend à l'école, c'est que le deuxième temps, c'est dans le fond la révolution scientifique du XVIIe siècle, qu'on peut illustrer par des noms très importants, Copernic, Descartes, qui est à la fois le passage d'un monde géocentré à un monde héliocentré, donc un monde qui croyait que la Terre est le centre, à un monde qui considère que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, l'invention du calcul infinitésimal, et troisièmement, de la physique mathématique. On change d'univers et on passerait d'un univers, disons, une vie contemplative à des sciences de l'ingénieur avec des applications, des prédictions, etc. Premier moment, la Renaissance. Deuxième moment, l'arrivée de la science, qui se prolonge par le XVIIIe siècle, dit des Lumières, qui, disons, étend cette révolution scientifique à un certain nombre d'autres domaines, mais introduit surtout, dans le fond, un combat frontal contre l'idée de la révélation de Dieu et la domination du théologique sur tous les ordres, quels qu'ils soient, l'ordre de la science, mais aussi l'ordre du politique. Et donc les Lumières, c'est ce moment d'émancipation à l'égard d'une tutelle, on va dire, théologique ou ecclésiale. Comprendre, transmettre, interroger le monde. C'est dans cet esprit que le campus maçonnique partage ses conférences. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration, retrouvez-nous sur notre site internet et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines rencontres. Merci de votre fidélité. Le campus maçonnique, des conférences pour penser le monde.